Ce soir, je vais en boîte, pas la 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 la. Moi, toucher la côte au rep. Allez, mais j'ai mangé trop vite chez mon père. Oh là là. L'autre, il s'excite, là, il s'énerve, mon voisin. Je sais pas si c'est le démon, mais bon. Il était dépossédé ce soir même au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu. J'ai plein de choses à faire, je suis encore là. Mais je vais le faire. Ne vous en faites pas. Alors, j'aimerais aborder un sujet. Je crois que je vais boire, hein, parce que là... qui s'appelle le viol. Quand ton petit copain te force à le faire, c'est un viol. Quand quelqu'un ne te connaît pas, sous prétexte de galère ou qu'il est un chien, te force ou te fait du rentre-dedans, ou te fait du rentre-dedans, ou te prend tout simplement violemment, c'est un viol. J'aimerais parler du viol que j'ai subi, dont j'ai accouché ma fille. Le gars, en fait, on était posé. Je le connaissais du centre-ville de Mulhouse. Et j'étais avec ma meilleure amie, Marina, une Ivoirienne. Et donc, il nous appelait vanille chocolat. Donc, on rigolait avec lui et tout, mais c'était virtuel. Ou du moins superficiel. Et puis un jour, on s'est croisés dans le bus. Il m'a dit, mais tu sais que j'habite pas loin de chez toi? J'ai dit, ah ouais. Il m'a dit, ouais. J'ai dit, ok. Il me dit, bah viens fumer un peu de shit avec moi et on va manger et tout. Donc j'ai dit, ok. Pardon. Donc, je suis allée chez lui, on a fumé du shit. Un petit bédo. Je sais pas il y avait quoi dans ce bédo, mais j'étais grave sereine. Et donc on a mangé du tchèb ou je sais pas trop quoi là. Et puis au moment de partir comme ça, je vois le mec. Il vient. Il ferme la porte à double tour. Clac, clac. Il me dit, déshabille-toi ou je te tape. Moi d'habitude, j'aurais dit, mais tape-moi frère. Tu crois que je vais me déshabiller pour toi? Et j'aurais mis un coup de tête balayé de sale. Mais là, ce jour-là, je sais pas ce que j'avais. Je sais pas ce qu'il a mis dans la nourriture. Je sais pas ce qu'il a mis dans mon pilon. Dans le bédo. Donc quoi? Je me dis ok, par instinct de survie. Et je me déshabille. Donc voilà, sans entrer dans les détails, il me fait quelques petites choses avec sa chose là, sa tub là. Et puis moi je pleure, je commence à pleurer. Et puis lui, il a pas eu les couilles d'aller jusqu'au bout. Lui qui voulait me taper. Il m'a dit, pourquoi tu pleures? Mais non, pleure pas, vas-y, tiens, rhabille-toi, prends une douche et rentre chez toi. J'ai dit, ok. Je lui ai dit, écoute frère, moi c'est simple. Tu m'as violé, je vais me suicider. Tu mourras dans la conscience. Je vais venir te hanter. Donc j'ai pris une douche chez lui.
En plus, il y avait des petits points noirs dans son sperme là. Je sais pas quel genre de... Je sais pas. En tout cas, il y en a un qui m'a fait condé. Mais bon, bref. Donc, je prends une douche, je prends mes affaires. Je rentre chez moi et je passe à côté d'une benne à ordures. Une benne là où on jette des bouteilles en verre, tout ça. Et puis, je vois du verre par terre et je me suis dit, tiens, c'est mon heure. Je vais me suicider. Je commence à comment dire ça? Pas à lacérer, mais à me griffer avec ce bout de verre. Je vois, j'arrive pas. Je vois que j'ai peur de mourir. Et ça m'a même pas fait saigner, rien. Donc je lâche le bout de verre et je dis vas-y fuck, je rentre chez moi. Et le lendemain, c'est pas genre je monte dans le bus. Parce qu'en fait, ma cité, enfin mon ancienne cité, la Roxelane, c'est juste à côté de sa cité à lui, qui était la cité Comète. Donc c'est pas je rentre chez je prends le bus pour aller au lycée ou au centre-ville ou rejoindre je sais plus trop qui là. Et j'entends derrière moi un gars du quartier. Parce que comme on est voisins de quartier, ça circule quoi. Tout le monde connaît tout le monde. De toute façon, dans les provinces, c'est comme ça. Donc c'est pas j'entends quoi par derrière. Elle s'est fait violer. Wesh. Il y avait que des gars dans le bus. Hein. Enfin, il était avec ces gars là dans le bus. Le gars en question qui s'est moqué du fait que que j'ai été violée. J'étais vraiment youm. J'étais blasé. J'ai dit c'est vraiment un fils de pute. Et je me suis juré. Mais combien de fois je pourrais me suicider si à chaque fois je jure et que je tiens mon jugement sur moi-même. Je me suis juré que j'allais brûler la maison de mon violeur avec de l'essence et avec un briquet comme celui-ci, tiens, par hasard, comme par hasard. Ah là là, que des litiges, que des histoires, que des problèmes, que des péripéties. Donc c'était pas cool. Ça a été très dur à encaisser. Mais comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, il y a peut-être 8 ou 10 ans comme ça où j'ai gardé le secret. Parce que ma mère, à l'époque, elle sortait avec un schlass d'au moins 50 cm de largeur, de longueur, pardon, et 5 ou 10 cm de largeur. Elle le mettait dans son protège schlass et elle sortait avec. Et le schlass, il était accroché à sa poitrine. Moi, je sortais avec des couteaux. D'ailleurs, là, il faut que je m'achète une bombe à lacrymo parce que, voilà, on n'est jamais sûr d'être protégé et j'ai pas envie de mourir à 28 ans. Mais, les gars de la BRX et les gars qui traînent à l'arrêt traîneau, peace and love, hein. Je vous en veux pas. Mais que Dieu vous juge. Que Allah Tout-Puissant, vous qui êtes musulmans, vous juge de vos péchés et vous retranche dans votre pays natal. Parce que peut-être qu'on a le président Macron, mais il y a Trump qui a sorti des lois. Et je vais prier pour que le président Macron puisse avoir la même initiative. Être violé, c'est très très dur à encaisser. On n'a plus confiance
aux personnes. C'est comme une fois à Gare Saint-Lazare, quand j'avais des démons, j'entendais des voix, tout ça qui me réveillait la nuit en me disant tombe, ou je sentais des ombres, je voyais le Chitan en live, quoi. Je l'ai pas vu avec les cornes et tout, mais je le pressentais, je pressentais sa présence. Elle me donnait, je sursautais en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. Et donc, je suis sortie dehors. Et un soir, comme ça, j'étais à Saint-Lazare. Il était quoi, minuit et demi, 23h40, entre 23h40 et 1h du matin. Et il y a un gars qui me dit, ouais, je t'aurais bien invité chez moi, si tu veux. J'ai dit non, je voulais pas. Il m'a dit, ah, mais t'inquiète, hein, je vais pas te séquestrer, hein, ha, ha, ha. J'ai dit, ah, merci, c'est gentil. Et puis le mec, il me dit quoi? Il me dit, approche. Donc j'approche. Il me dit, bon, on se fait la bise. J'ai dit, ok. Et le mec, au lieu de me faire la bise, il prend ma tête comme ça, il m'embrasse. Après, il rigole. C'est pour ça que je vous dis que si j'étais un garçon, là, oh là 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 là, j'allais faire pisser le sang. J'allais péter des narines, j'allais péter des nez, j'allais casser des dents. Et j'allais bien faire saigner ce qui est l'arcade, un endroit très sensible. Et je lui aurais pété les couilles aussi. Donc voilà, je sais ce que c'est que d'être abusé. Si vous avez des conseils, si vous avez besoin de réconfort, de soutien, je suis là pour ça. Envoyez-moi en commentaire votre vécu, votre ressenti par rapport à ce que je vous ai dit. Et voilà. La deuxième fois que une des fois où je me suis fait violer, c'est par mon ex. Je ne dirai pas son nom, mais il se reconnaîtra. Qui a dénigré complètement l'église que je fréquente. Et que je fréquentais, parce qu'après, entre-temps, j'ai fait beaucoup d'églises, donc je peux vraiment vous renseigner sur... ou vous montrer, comment dire, je peux vraiment vous guider, être un guide personnel, voilà. Ou tout simplement témoigner, mais bon, bref. Donc, ce gars-là, en question, il a dénigré l'église à un tel point que j'ai dit, bon, si un tel et un tel y couchent, et qu'un tel et un tel y couchent, et qu'un tel et un tel y couchent, moi aussi, je peux coucher avec lui. Donc, on a couché ensemble. Et j'ai voulu m'en repentir. Et lui, il voulait pas. Donc, il m'a fait de la manipulation. En me disant, ouais, mais moi, j'avais envie de te sortir. Attendez. Moi, j'avais envie de te sortir. J'avais envie de te sortir en voiture, en décapotable et tout. Tant pis, t'auras pas ce que ça. Et puis, il a fait lancer une prophétie sur moi. Comme quoi, j'allais aller en psychiatrie. Enfin bref, ça c'est encore une autre histoire parce que c'était pas le même jour. Mais bref. Donc voilà. Et puis, quand je lui donnais plus de nouvelles, il revenait, il toquait à ma porte et on recouchait ensemble. Et des fois, j'avais pas envie, mais j'avais pas le choix, quoi. Il me tirait comme ça. Soit il me donnait des envies, soit il me tirait et puis ça se faisait et voilà, quoi. Donc, il a dû me violer 2-3 fois. C'était mon copain, je précise. Je l'aimais beaucoup, énormément même. J'ai été déçue le jour où il s'est posé, mais bon, c'est que c'était pas fait pour moi. En plus, il m'a tapé, séquestré. Enfin bref, tout ça pour dire quoi? Que, comme dit Angel, laisse-moi te chanter, d'aller te faire... c'est pareil. Quand une fille dit non, elle dit non.
Et même quand tu vois dans ses yeux que, déjà, quand on fait l'amour, on demande à la personne, est-ce que je peux te faire l'amour? J'ai rencontré un seul mec bien dans ma vie. Enfin, en tout cas, un seul mec qui m'a touché dans la vie. Un Haïtien d'Épinay-sur-Seine. Je dirais pas le blaze non plus. Il m'a touché parce que lors d'une soirée, on a fait une soirée hôtel. Donc, ma copine, elle voulait absolument se taper un gars. Mais le gars, il lui a mis un plan. Donc, elle s'est tapée un autre gars, un de ses potes avec qui enfin, un bord à elle, quoi. Un bail à elle. Et donc, moi, je suis restée avec cet homme-là. On venait juste de se connaître. Il avait déjà kiffé sur moi. Et il m'a demandé tout gentiment, est-ce qu'on peut faire l'amour? Et j'ai eu compassion de lui, j'ai dit oui. Et puis je voulais faire souffrir aussi mon ex, Cédric, aka T-Boy Wayne, un entier, mais qui est percé là comme ça, là comme un ivoirien. Et il est bien noir en plus. Donc, et puis justement, un mec avec qui j'ai couché, qui m'a demandé s'il pouvait coucher avec moi, il est clair de peau. Et il est assez charmant. Très beau même, je dirais. Mais bon, après, ça n'a pas marché parce que mon ex en question, Cédric Lantillet, est revenu dans ma vie. Et moi, comme j'étais bête, aveuglée par l'amour, c'est ça quand on n'a pas le Saint-Esprit. Ou peut-être, je sais pas, peut-être que Dieu a permis que... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Seul Dieu sait. Mais donc, il est revenu dans ma vie. J'ai cru qu'il avait changé. J'ai cru qu'il avait compris. Je ne vais pas parler de l'histoire de l'haïtien, là. Mais non. Il a fait un mois comme ça où il était avec moi. Et rebelote. Il se barre avec ses copines les Mundele. Mundele en le lingala, ça veut dire blanche. Comme Despo. J'aime bien une de ses phrases qui dit je couche avec des blanches. Ça me fait délire. Donc oui, lui son délire c'est plus les blanches. D'ailleurs j'ai appris que là il était il était pas fiancé ni marié, mais je crois il habite avec une blanche en ce moment. Il a reçu le permis, tout ça, parce qu'il avait quand même un certain âge. Sachez que moi personnellement, à part si Dieu me guide et me dirige, je sors avec des mecs assez mûrs, assez âgés. Pas trop non plus, mais on va dire 5 ou 6 ans de plus que moi. Ou 3 ans de plus que moi, mais voilà. Donc, et puis cet enfoiré, on s'est disputé, j'ai été méchante. Je lui ai dit, ouais, tu resteras un vrai toute ta vie. T'as raté ta vie, t'as aucun diplôme ou t'as des vieux diplômes. Et lui, il m'a dit qu'en revanche, va te faire violer. Donc voilà. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amertume envers ce gars-là. Cet antillais Cédric. Donc j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amertume. En plus, j'étais dans une période où j'étais en foyer avec la ZE, la DAS, quoi. Et il m'a fait beaucoup de mal. J'avais beaucoup besoin de personnes autour de moi. Pas des gamines, parce que j'étais la plus grande de toutes dans ce foyer. Mais j'avais besoin d'un gars avec qui je puisse parler. Comme l'haïtien, quoi, en fait. Je sais pas pourquoi Dieu a permis tout cela. Peut-être que il voulait me sortir du monde. Des fois, j'ai tendance à croire que tout le monde est chrétien. Ça, c'est mon côté optimisme. Enfin bref, on en reparlera plus tard. Donc, je sais pas, peut-être que Dieu a permis que je tombe aussi bas pour pouvoir ensuite aller chez mon père et que mon père puisse me parler de la foi en Jésus-Christ et que je puisse l'accepter publiquement et dans mon cœur. Et c'est ce qui s'est passé.
J'ai perdu mon logement. J'étais dans un studio. À l'époque, j'avais 18 ans. Je devais venir manger tous les soirs de la semaine au foyer. Donc, il y avait encore des contraintes que j'aimais pas. En fait, à la base, si vous voulez, mon ASE, elle devait me mettre dans un foyer jeunes travailleurs, FJT. Ils m'ont dit, dans 3 mois, on va vous mettre là-bas si vous vous tenez bien. Les 3 mois passent. Ils me disent encore 3 mois, donc 6 mois. Non, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit 6 mois, oui. Dans 6 mois. Et là, j'ai pris le seum. Mais j'ai rien dit, j'ai pris sur moi. J'ai dit, mais pourquoi dans 6 mois? Vous m'avez dit 3 mois. Oh non, mais vous êtes pas majeur, donc voilà, bref. En tout cas, cette personne de l'ASE, je lui ai voulu beaucoup de mal. J'ai voulu la suivre, mais elle avait une voiture. Je savais qu'elle avait des enfants, j'ai voulu les tuer. Bref. Donc, elle, c'est le diable en personne. L'ASE de Montgalais, là, ligne 8, c'est le diable. Ils sont possédés, c'est les Illuminati des francs-maçonniques. Enfin, bref. Tout ça pour revenir à nos moutons. J'ai été virée de mon studio que j'ai eu à mes 18 ans. Donc ça fait que j'ai fait 1 an en foyer. En sachant que j'habitais dans 92 à Meudon-Val-Fleury et que je me levais tous les jours pour aller au lycée de Louise Michel à Épinay-sur-Seine. Je prenais 2 heures du temps pour y aller. Des fois même dans les transports, je dormais ou je révisais. J'ai fait 1 an comme ça. J'aimerais bien retrouver d'ailleurs cette motivation parce que j'étais vraiment motivée. J'ai fini mon année, j'ai passé la seconde, j'étais en terminale. Enfin bref, ça aussi c'est un autre détail. Enfin c'est un détail, voilà. Donc bon bref. Tous les soirs c'était toujours des chamailleries. Vous savez les petits là, moi déjà j'avais quoi? J'avais 17 ans. Et déjà à la base, quand j'avais 15 ans que j'habitais à Mulhouse, je mettais des talons gros comme as. Je rentrais en boîte, on me disait je fais 25 ans. Et même quand je parle avec des grands, des tontons, des tantines, tout ça là. Parce que j'ai eu des amis qui ont eu mon âge. Mais j'ai eu des amis aussi qui pouvaient être mes grandes sœurs, mes grands frères. Et donc... je faisais pas mon âge, ni mentalement, ni physiquement. Et je sais, justement, je pense que Dieu a permis que je connaisse ce moment de souffrance. Parce que, déjà, on se couchait tard, à minuit, 1h30. Tellement il y avait des chamailleries, tout ça. Donc, je me couchais à minuit, 1h30. Je me levais à 5h. Je partais de là à 5h30 ou 6h, je sais plus. Non, je crois que je partais à 5h30. Bref, peu importe, 5h30, 6h. Et je prenais le RERC, je changeais à Champ de Mars. Je prenais l'autre RERC pour aller à Pontoise. Et voilà, j'arrivais en cours. Et puis j'ai connu une sœur de l'église qui m'a ramené, son mentor à elle m'a ramené à l'église, alléluia. Mais il a fallu que, après mon année de seconde à Épinay-sur-Seine, j'ai commencé ma seconde à Épinay-sur-Seine encore, et je l'ai terminée dans le 9-2 à Puteaux. Et il n'y avait personne, le lycée, il était mort. Il n'y avait que des bolos, c'était pas pareil. On délirait bien à Épinay-sur-Seine. Enfin bref. Donc j'allais plus en cours, je pleurais tout le temps. Je mangeais ce que je voulais, je mangeais même presque pas des fois. J'étais dans mon studio, je me maquillais, je me faisais belle, je sortais. Et encore, hein, parce que je faisais que de dormir. Mais les peu de fois où je sortais, je me mettais en mode... et voilà, quoi.
et j'écoutais mes sons. Et puis il y a les meufs de mon foyer là, parce que j'étais amie avec deux meufs de mon foyer, mais elles m'ont trahi toutes les deux. Elles sont venues dans l'appart. On avait dansé à l'époque sur une chanson de Ciara qui s'appelle Work. Donc voilà. Donc bref, je perds l'appartement parce que je vais plus en cours. Donc du coup, je suis plus dans le règlement, je suis plus dans leurs critères, ils me jettent. Et je me retrouve chez ma mère à Mulhouse, encore une fois, pendant 1 ou 2 mois comme ça, ou 3 mois. Après, mon père, il m'appelle, parce que je lui ai dit que je voulais aller chez lui, vivre chez lui. Il m'appelle, il m'a dit, mais t'es sûr de ta décision? Parce que si tu viens chez moi, tu retourneras pas en arrière. Hein. J'ai dit, oui, papa, je suis sûre. Là, je suis déçue. Tu sais pas comment je suis cassée. Bref. Donc en mars, je prends le billet. C'était en mars 2009 ou... Ouais, c'était en mars 2009, voilà. Et bref, on prend un billet. Moi, j'ai le visa pour aller aux États-Unis. Sachez, c'est que de 3 mois. Au-delà de ça, au-delà de si on passe les 3 mois, vous risquez la prison ou l'interdiction du territoire pendant 2 ou 3 ans. Donc bref, j'ai pris l'avion, voilà. J'ai dépassé les 3 mois, j'en ai fait 7. J'ai pu étudier à l'école spécialement pour les gens qui parlent pas anglais. J'ai étudié la langue en profondeur. Je suis passée d'un niveau, mais vraiment, comme ça, quoi. Donc, ça, c'est mon esprit de surdoué. J'ai beaucoup de capacités, surtout dans les langues, dans ce que j'aime faire, en fait. J'ai beaucoup de dons. Enfin, bref. Il a fallu que je retombe en dépression pour rater mon TOEFL, qui était du 6e level, le 6e niveau. J'étais arrivée au 5e. J'ai commencé, je crois, j'étais au 2e ou au 1er. Et en l'espace de 2 ou 3 mois, on m'a mis au 6e, au 5e. Et donc, j'ai fait la 5e. J'ai essayé de faire la 6e, mais le diable, il attaque, hein. Je faisais que dormir, j'y allais plus. Mon père, il me donnait l'argent pour que je puisse payer l'école et les livres. Mais moi, je l'ai dépensé dans la SAP, tout ça, tout ça. Donc, bref. Et puis, quelques semaines plus tard, comme ça, ou quelques mois plus tard, la douane nous appelle. Et elle nous dit, voilà, votre fille, ça fait 7 mois qu'elle est là, alors qu'elle n'a pas de carte verte, la green card, elle a rien. Donc soit vous la renvoyez d'ici 2 semaines en France, soit c'est la prison pour vous tous les deux, moi et mon père. Donc mon père, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout fait, il a tout fait pour me prendre un billet d'une semaine, en une semaine, et il m'a donné 400 euros, 400 dollars ou 500 dollars, bref, peu importe. Moi, on va dire 500 dollars. Moi, j'ai cherché en parallèle de ce que mon père cherchait un avion pour que je puisse revenir à Paris. Comme j'avais pas de famille à Paris, à part des cousins éloignés, tout ça, là, toutes ces tracailles. Comme j'avais pas de famille sur Paris, il fallait qu'il me donne 500 euros pour que je puisse me trouver une sous-location ou une colocation. Et j'avais déjà entamé les démarches. J'en avais trouvé une à Cergy. Mais le temps que je la rappelle avec le décalage horaire, elle s'est dit, ah bah tiens, j'ai cru que vous alliez pas me rappeler, donc j'ai pris quelqu'un d'autre. Donc je suis arrivée en France. Mon père m'avait déjà converti au Seigneur. Donc j'avais plus de rage. J'avais la joie. Et j'arrive en France. Je tombe en sous-location. Enfin non, même pas. Le Seigneur est grand, hein, parce que j'arrive à l'aéroport, je change certains de mes dollars en euros pour pouvoir manger, m'acheter un ticket,
pour le bus, là, enfin le tram, là. Et il y a un monsieur qui me parle. Alors je réponds. Il me dit, vous faites quoi là? Vous venez d'où? Enfin non, non, il m'a dit, vous faites quoi là? J'ai dit, bah, honnêtement, monsieur, je sais pas, hein. Je viens d'arriver des États-Unis. Je cherche un logement. Je crois que je vais aller dormir à l'hôtel avec mes 500 $. Il m'a dit, mais non, viens chez moi. Moi, je suis un chauffeur de taxi. Je travaille la nuit et ça pourra t'aider. Ça va t'éviter de payer l'hôtel parce que tu vas perdre ton argent. Après, tu pourras plus aller en colocation. Donc j'ai dit, ouais, mais tu vois, t'es un gars, je te connais pas. Il me dit, vas-y, je comprends, ma soeur. Tiens mon hume au cas où. Donc j'ai pris son hume. J'arrive à Bourg-la-Reine. Je sais même pas comment j'ai fait pour aller jusqu'à Bourg-la-Reine. Je sais même pas qu'est-ce que je faisais là-bas. Je suis allée à Bourg-la-Reine. À l'époque, il y avait encore des cabines téléphoniques. J'appelle toute ma liste là de... J'appelle toute ma liste de... Je suis fatiguée. J'appelle toute ma liste de colocation. Personne ne me répond. Ou alors on me dit oui, rendez-vous pour la colocation dans 2 semaines, pour visiter l'appartement de là où j'aurais été en colocation. Il fallait attendre 2 semaines, blabla, blabla, blabla. Après j'ai dit quoi? J'ai dit bon, Dani, t'es une chaude cousine. Tu prends un... Chez lui, il y a des couteaux. Et même dans mon... Je peux... Enfin, voilà. Chez lui, il y a des couteaux. Donc, tu te connais. Toi-même, toi et moi-même, on se sait. C'est ça que je me suis dit. J'ai dit, ok, je suis une ouf. Je l'appelle. On voit ce que ça donne. Je l'appelle. Lui, il était loin, là, je sais pas où. Donc, c'est son cousin ou son frère, là, qui m'a accueilli, qui tenait un taxiphone en plus de cela. Donc ils m'ont accueilli à Vitry-sur-Seine, dans un des bâtiments là. Et le mec, il m'a même pas baisé, il a même pas voulu me toucher. Déjà, il était pas là la nuit. Et les seules fois où il était là la nuit, il dormait et il faisait sa prière parce qu'il était musulman. Et à la fin, quand j'ai pu trouver un logement, parce que comme son frère tenait un taxiphone, j'ai pu trouver un logement parce que j'ai fait des recherches. J'ai trouvé une sous-location à Saint-Germain-en-Laye. Donc j'ai dit bon, peu importe si c'est loin, faut que je bouge de là quoi. Donc c'était une sous-location, hein. Déjà la dame, voilà, elle était en tort. Enfin bref. Donc voilà, je quitte chez lui. Et il me dit quoi? Il me dit, ouais, t'es ma petite soeur, nanana. Je sais que t'es triste de partir, mais c'est la vie. Et puis il me sort quoi? Il me sort, ouais, franchement, je sais même pas pourquoi je t'ai accosté euh, dans l'aéroport là. Franchement, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Mais bon, vas-y. Bon courage. Après, on s'est fait un câlin. Il m'a déposé, vers, je sais plus, bref. Bercy, je crois, ou un truc comme ça. Bref. Et donc, voilà, j'ai été en colocation avec une vieille Mundele. Excusez-moi, à chaque fois que je pense aux blancs, je dis Mundele parce que moi-même, je suis métisse et toute ma famille m'appelle Mundele. Et même les gens dehors, mes connaissances, mes amis et tout, ils m'appellent Mundele. Donc voilà. Euh, j'ai été chez cette Mundele à Saint-Germain-en-Laye. Et je sais pas si c'était une sorcière. Elle avait l'air louche en tout cas. Et puis, juste pour terminer ce témoignage glorieux, la nuit, 2 ou 3 fois comme ça, enfin, sur plusieurs jours, parce que j'ai fait quoi? J'ai fait 1 ou 2 mois chez elle, pas plus. Bref. Je dors
Et je sens comme si... Je vois le shaitan, en fait. Le diable. Je sens comme si il y a quelqu'un qui est sur mon lit, sur ma couette, et qui m'oppresse comme ça, qui me pousse comme ça. Et à l'intérieur de moi, je disais Jésus, Jésus, Jésus. Et je l'ai dit au moins 10 fois. Et après, c'est parti. Ça me l'a fait 3 fois chez cette dame. Et j'avais vu à l'époque des vidéos. Et je m'étais renseignée. Enfin, non, même pas, je crois que j'étais tombée sur une vidéo comme par hasard. Mon Dieu, il n'y a pas de hasard. J'étais tombée sur une vidéo où on disait que lorsqu'on a ce genre de choses qui nous arrivent, c'est que la personne, c'est soit une sorcière, soit, soit une sorcière, voilà. Donc, il s'est trouvé qu'après, ma pote là de Épinay-sur-Seine, Jenny Romandor, elle m'a trouvé une coloc. Donc, on a habité ensemble, mais après la vie nous a séparés. Voilà, voilà, donc... au plaisir. Peace and love. Peace and love. Peace and love. Ah là là, Nathalie Gangloff du 26 Est de Paul Guiraud de Villejuif. Maman, sors de là. Je vais prier pour vous tous. Bref, en son temps.